Oui, merci beaucoup, hein. C'est des auditions très, très éclairantes sur un sujet qui est désormais une réalité, qui a mis du temps à être considéré comme tel. Donc, il était important pour nous de faire le point sur le Covid long, même si on n'en est qu'au début finalement de la connaissance. Moi, j'ai plusieurs questions. Le filtre des cohortes et le filtre hospitalier, j'ai bien compris que le fait qu'il y ait que la gravité des symptômes de départ, qu'on soit en forme légère ou en forme grave, n'entraîne pas forcément en proportionnalité l'apparition du Covid long. Donc, se pose la question de ceux qui ont été testés positifs et qui ont été suivis en ambulatoire et qui n'appartiennent pas pour le moment à une cohorte. Et j'aimerais savoir ce qui empêche qu'on mette en place cette cohorte dans la mesure où les tests positifs sont tous enregistrés sur un site ad hoc à laquelle l'AP-HP d'ailleurs a participé, qui s'appelle le site à l'interface CIDEP. Et qu'est-ce qui empêche finalement de constituer une cohorte ou en tout cas un échantillonnage représentatif en médecine générale et de mettre en place un questionnaire à peu près similaire à celui qui a été utilisé auprès des patients hospitalisés. Est-ce un problème financier, puisqu'on ne peut quand même pas court-circuiter cette question financière dans la mesure où on voit bien que le Royaume-Uni ou les États-Unis ont commencé à investir massivement, probablement dans la perspective des conséquences financières de ce Covid long, qu'elles soient en matière économique et en matière de dépenses de santé, mais aussi en matière de désorganisation sociale et économique du fonctionnement du monde du travail, entre autres. Donc ça, c'est ma première question, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'études sont avancées, il y a quand même un blanc important et il semblerait que dans d'autres pays, on prenne de l'avance sur ce sujet. Ma deuxième question a été évoquée, la question de l'ALD. C'est une question plus administrative, mais qui compte beaucoup dans la reconnaissance. À l'aune de cette identification du Covid long, on sait que la reconnaissance en maladie professionnelle est assujettie à la nécessité d'avoir eu recours à l'oxygénothérapie ou pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas eu recours à l'oxygénothérapie au moment de la phase aiguë, on n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Ça fait partie des critères d'exclusion de la reconnaissance. Il n'empêche que manifestement, cette présence ou pas de l'oxygénothérapie n'engage pas sur la suite la complexité et la gravité du Covid long. Et donc, considérez-vous que le Covid long peut être reconnu comme une maladie professionnelle, ou en tout cas, considérez-vous que finalement, la présence ou pas d'oxygénothérapie dans la maladie professionnelle initiale reste une condition légitime. Ma troisième question va porter sur les facteurs de risque. On a évoqué l'âge. Vous avez mis en évidence, alors, sur une cohorte particulière, certes, le fait que les femmes étaient beaucoup plus touchées que les hommes. Alors je ne sais pas si la cohorte est représentative pour le coup, mais donc, en tout cas, c'est ce que j'ai noté. Est-ce qu'on retrouve cette même répartition sur les autres syndromes post-viraux et est-ce qu'on arrive dans l'évaluation des symptômes neurologiques et psychologiques, enfin, tout ça, on voit bien, tout est lié. Est-ce qu'on arrive aussi à isoler de ça la part qui serait liée à un syndrome post-traumatique? Parce que, outre le traumatisme physique et réel de la maladie aiguë, certains ne l'ont pas vécu, mais la situation de crise épidémique est un traumatisme pour un grand nombre, ou en tout cas vécu comme tel. Et donc, en d'autres termes, n'est-on pas finalement sur une origine multiple et notamment dont la dimension mentale et psychologique serait prégnante. Et est-ce qu'on a des études de ce type? Et enfin, ma dernière question pose sur un certain nombre
de maladies qu'on qualifie de psychosomatiques. Je pense à la neurofibromatosis, je pense à pas mal de maladies qu'on identifie plus ou moins, qu'on arrive plus ou moins à caractériser. Est-ce que finalement, ces maladies-là ne reposent pas, de votre point de vue, sur une origine réelle qu'on objectivera probablement plus tard dans ces mécanismes chimiques, biologiques et physiques ou autres. Et est-ce que finalement, cette période épidémique ne permet-elle pas de mettre en évidence tout un tas d'origines médicales qu'on avait mis, tout un tas de pathologies médicales qu'on avait mises dans un grand fourre-tout du psychosomatique et qu'on est en train de découvrir finalement la réalité de tout un pan de la médecine et de pathologies qu'on n'avait pas encore identifiées comme telles. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Sonia. En fait, pour ce qui est des données que l'on a actuellement, c'est essentiellement des données effectivement internationales. Il y a eu quelques publications et surtout pour les patients hospitalisés d'origine française. Pour ce qui concerne la coordination internationale, il y a une volonté, il n'y a pas encore d'essais internationaux ou d'enquêtes épidémiologiques internationales, on va dire de type cohorte, qui sont élaborées. Il y a par contre des mises en commun de données d'assurance maladie, etc., ou de logiciels qui ont été utilisés sur plusieurs pays anglo-saxons, qui ont pu permettre de mettre ensemble un certain nombre de données. Mais il y a une volonté, notamment au niveau de l'OMS. Il y a 15 jours, il y a eu une réunion au niveau de l'OMS sur sur le Covid long et la nécessité de coordonner en fait le recueil des données sur cette maladie et donc de favoriser la recherche sur ce point. Donc ça, c'était la première chose. Je voulais parler aussi, du coup, c'est le lien avec la cohorte en population générale. Évidemment, on peut mettre les patients dans des cohortes qui ont été positifs à un test ou négatifs, etc. La question, c'est surtout en fait quelle est la question à laquelle on veut répondre. Au sens où maintenant, probablement que ce qui va être de plus en plus intéressant, c'est non pas de suivre tous les patients, parce qu'en fait, on se rend compte déjà que ce sont des plaintes qui sont assez fréquentes, et donc on ne va pas pouvoir inclure tous les patients dans des cohortes. Par contre, choisir un certain nombre de personnes qui ont des symptômes particuliers, les prendre, les suivre et les comparer à des gens qui n'ont pas ces symptômes ou qui ont des pathologies que l'on estime similaires, etc., et les comparer, c'est ça vraiment qui, a priori, est probablement le plus coefficace, car vous avez parlé également du budget. Il faut savoir que des cohortes, c'est extrêmement onéreux à mettre en place, et également, ça nécessite énormément de temps pour avoir des données intéressantes. Et donc, si on commence une cohorte maintenant avec des patients qui sont infectés maintenant, eh bien, on a, déjà, il faut la mettre en place, on a des données qui vont arriver dans 3 à 4 mois, et puis pour avoir suffisamment de patients, il va falloir attendre 6 mois, 1 an. Donc, c'est important pour des conséquences à long terme, vraiment pour le suivi à long terme. Par contre, pour des réponses aux questions physiopathologiques, etc., il y a probablement plutôt une stratégie qui est de sélectionner des patients ayant des symptômes assez homogènes pour pouvoir justement se focaliser sur différents groupes et les étudier de manière précise.